Bonjour à toutes, tous, chers invités, chers enseignants, chers étudiants, chers partenaires. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à la Chambre de commerce de Paris pour célébrer les 70 ans de notre école, appelée aussi EPP et Psychoprate pour ceux qui ne sont pas des intimes de l'école. Je serai votre maître de cérémonie pendant cette journée si spéciale pour l'école. Alors, lors de votre inscription, vous avez dû recevoir le programme et je vais vous refaire représenter rapidement ce qui vous attend ce matin. On va commencer d'abord par un mot du président Alain Blanchet et du directeur Jacques Carême. Puis, nous aurons une table ronde sur le bien-être étudiant. Et nous finirons à la fois par une prise de parole de la présidente des anciens, Irène Ducroiset, puis du recteur de l'ICP, qui n'est pas là encore, Emmanuel Petit. Et après une pause, nous reprendrons cet après-midi avec plusieurs tables rondes et témoignages que je vous détaillerai le moment venu. Alors, je salue aussi tous ceux et celles qui ne sont pas là physiquement, mais qui peuvent nous suivre sur Internet, puisque nous sommes en direct sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je laisse maintenant la parole au président Alain Blanchet. Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, en 1901, Pierre Janet fonde la Société de psychologie, société savante, consacrée à, je cite, peu de gens qui ont une bonne définition de ce qu'est la psychologie, l'étude de l'esprit, de ses conditions, de ses lois propres, de ses maladies et de son histoire. Pierre Janet faisait ainsi émerger la psychologie de l'indifférenciation des théories et des pratiques obscures, télépathie, occultisme et autres manipulations dites psychiques. À l'époque, on appelait ça psychique, qui fleurissaient à la fin du XIXe siècle, y compris dans les cercles scientifiques. Je pense que tout le monde le sait. Dans les années suivantes, Alfred Binet, Henri Pierron et Ignace Meyerson procéderont à l'élaboration scientifique de la discipline. En 1920, Henri Pierron fonde l'Institut de psychologie, premier institut scientifique créé au sein de l'Université de Paris. En 1947, Daniel Lagache, professeur à la Sorbonne, crée une licence de psychologie insérée dans le cursus philosophique, puis publie 2 années plus tard un ouvrage fondateur intitulé « L'unité de la psychologie ». En 1951, avec le soutien du recteur Émile Blanchet, Lisette Fanchon et l'abbé Besson créent une formation complète de psychologues rattachés à l'Institut catholique de Paris. Historiquement, l'école de psychologues praticiens a été, dans son domaine, un des premiers instituts universitaires, sinon le premier en France, à élaborer et instituer une formation professionnelle de psychologue en conformité avec le principe majeur de l'unité de la psychologie. L'élargissement du champ et des applications, en effet, de notre discipline peut conduire à une diversification telle qu'elle met en danger ce principe essentiel d'unité de la psychologie. Le professeur Daniel Vidlecher, qui fut président de notre école pendant 15 ans, soulignait dans un de ses nombreux articles scientifiques le danger, par exemple, que courait une psychologie clinique réduite à une pratique de soins qui ignorerait la valeur inestimable des connaissances psychologiques, psychopathologiques, sociales, cognitives et développementales, entre lesquelles il s'agit également d'instaurer et de développer des interconnexions. L'école, elle, ici, se doit de défendre l'unité de la psychologie et de mettre en œuvre toute action assumant ce rôle crucial pour la discipline. Le 22 mars 1990, le décret numéro 90-255, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, mentionne explicitement le diplôme délivré par l'École des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Cette reconnaissance n'est ni tombée du ciel, ni le fruit du hasard. L'Association nationale des organisations de psychologues, réunissant praticiens et universitaires, ont obtenu de l'État français cette légitimation remarquable pour un établissement privé, parce que l'école était considérée et estimée par l'ensemble de la profession et des collègues universitaires qui ont négocié cet accord avec l'État. Aujourd'hui, je remercie nos collègues universitaires, investis à la DGSIP, au SNP, à la FFPP et à l'AEPU pour leur présence lors de cet anniversaire et pour leur soutien. Une école supérieure de formation des psychologues ne saurait être coupée du monde universitaire d'État, dont elle constitue un maillon précieux, peut-être même un dispositif d'enseignement et de recherche unique, par ses effectifs réduits, par son mode d'administration souple, apte au changement, par son dynamisme et l'engagement de ses acteurs, et ainsi par sa capacité à s'adapter et à anticiper les enjeux futurs de la discipline. Ainsi, elle, l'école, pourrait devenir, dans son projet d'excellence, un dispositif en avance de phase pour l'ensemble des établissements d'enseignement de la psychologie en France. C'est une orientation stratégique capitale que nous devons garder comme guide dans nos actions à venir. Depuis 4 ans, nous avons conduit une politique de rééquilibrage de l'enseignement, de sorte que, conformément aux principes qui guident l'enseignement supérieur, se constitue une chimie positive par la relation entre l'enseignement pratique, les stages et la recherche. Aujourd'hui, une unité de recherche intitulée « Vulnérabilité, capacité et rétablissement », comportant maintenant 11 chercheurs avec bientôt 12, 13, 14, j'espère, a vocation à se développer encore. Cette unité affiche une très bonne productivité, d'autant plus que le déploiement des postes a été réalisé progressivement. Ainsi, du 1er septembre 2018 au 20 janvier 2022, on dénombre 52 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, 36 chapitres d'ouvrages, 7 ouvrages, 13 communications avec actes dans des congrès internationaux, 43 communications avec actes dans des congrès francophones. Le directeur Charles Martin Krum, le directeur de l'équipe de recherche, a été en 2021 récipiendaire du prix prestigieux Philo Award de l'Association internationale de psychologie positive. Parmi l'ensemble des actions en cours et à accomplir, la réalisation de dispositifs pédagogiques favorisera des relations productives entre praticiens et chercheurs. Car vous n'avez pas oublié, l'école est caractérisée précisément par un apport important des praticiens, des psychologues praticiens. La rédaction commune de documents pédagogiques, le partage des enseignements dans une même unité de valeur, la coopération dans les recherches, etc., constitueront un puissant moyen de dynamiser les relations sociales entre enseignants de l'école, qu'ils soient enseignants-chercheurs ou chargés d'enseignement. Nous devons impérativement favoriser dans l'enseignement dispensé l'irrigation réciproque de l'expérience pratique et de sa modélisation. Il s'agit d'harmoniser l'enseignement indispensable des pratiques avec l'expérience tirée de l'immersion dans le monde professionnel par les stages et avec les progrès de la modélisation théorique apportés par la recherche. Seule une coopération intense entre les enseignants peut aboutir à cet idéal. L'installation prévue au 1er janvier 2023 du centre Daniel Villecher de consultation et de formation sera une réalisation rare en France. Les étudiants en fin d'études recevront des patients avec une supervision rapprochée et recevront ainsi une formation pratique inspirée du clinica médical. Le centre Pierre Janet, service de l'Université de Lorraine, a montré le chemin en constituant un grand atelier où la pratique du soin et la réflexion scientifique s'étayent l'une l'autre pour comprendre, progresser, communiquer et publier. Le centre Daniel Villecher sera davantage une propédeutique à la professionnalisation puisqu'il concernera des étudiants en fin de cursus.
Il pourra également devenir un centre dédié à la formation des psychologues diplômés préparant un certificat Europsy de 6e année. La coopération est le maître mot de la stratégie des relations humaines dans l'école. L'acquisition de compétences individuelles doit venir servir des compétences collectives, de sorte que nous formions des étudiants conscients de la nécessité des activités associatives et donc d'être de futurs citoyens éclairés. Les alumni sont le meilleur exemple de cette fonction sociale indispensable que nous soutiendrons davantage encore. Il s'agit d'un réseau d'anciens efficace qui peut aider les jeunes psychologues de l'école à s'insérer dans le monde du travail. Cette communauté de plus de 4800 diplômés en France et dans le monde peut agir sur les instances de décision, notamment publiques et administratives, œuvrer à la protection de la profession de psychologue et mener diverses actions et projets que nous présentera la présidente Irène Ducrozet ce matin. La coopération doit également être le maître mot de nos relations internationales. J'entends par coopération un partenariat réel, concret et productif entre établissements d'enseignement supérieur, et ceci sans intermédiaire. Un partenariat centré sur la clinique, la formation et sur la recherche. Par exemple, un lien d'amitié nous unit avec l'université médicale de Ho Chi Minh Ville, Pham Ngoc Thach, depuis de nombreuses années, dont le recteur, le professeur Yip, nous fait l'honneur d'être ici parmi nous. Des consultations psychologiques interculturelles menées par des psychothérapeutes vietnamiens et français, avec la médiation d'interprètes, apportent des éléments fondamentaux pour améliorer l'aide aux patients, mais surtout pour comprendre quels sont les processus à l'œuvre dans les soins psychothérapeutiques. La fertilisation croisée des échanges transculturels et interlinguistiques permettent de faire apparaître les mécanismes profonds des soins par la parole et sont d'excellents terrains d'observation et de publication scientifique pour l'organisation de colloques conjoints que je souhaite à Ho Chi Minh Ville et à Paris entre l'UPNT et l'EPP. Enfin, et ce sera une conclusion ouverte sur les stratégies d'avenir de l'école. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un seul bilan, fût-il très positif. Nous avons le devoir de penser l'école future et pour cela de définir ensemble des orientations stratégiques claires et acceptées de tous. L'école est depuis toujours préoccupée par la diversité, l'inclusion, l'égalité femmes-hommes, la coopération, l'ouverture et l'environnement. Il est ainsi logique que les orientations stratégiques de l'école se construisent dans la perspective d'un établissement animé par une certaine responsabilité sociétale, gage de la formation de nos étudiants, non seulement comme psychologues, mais au-delà comme citoyens. Il sera par exemple très souhaitable que des enseignements de psychologie environnementale et de psychologie des âges de la vie soient programmés, de sorte que l'écologie, l'espace et la temporalité soient des thématiques abordées par l'école. Nous convoquerons dès l'automne une assemblée générale appelant tous ses membres à réfléchir sur les orientations stratégiques de l'école pour les années à venir. Pour terminer, je remercie chaleureusement le professeur Jacques Arène, qui aurait été un directeur efficace, sans qui l'école aujourd'hui ne serait pas cet établissement en phase ascendante vers l'excellence. Et j'accueille avec enthousiasme le nouveau directeur, le professeur Christian Hélon, qui portera, impulsera et développera à son tour la conduite des projets stratégiques de cette école que nous aimons tant. Merci à vous tous. Je ne touche pas les micros, c'est bon. Nous sommes dans les temps, donc nous allons continuer. Monsieur le Président, chers étudiants, il y a des étudiants ici, chers collègues, chers amis, chers alumni. À la faveur de ces 70 ans, certains de nos étudiants m'ont questionné sur les valeurs, entre guillemets, de Psychoprate.
La question, alors, ça sera exposé plus tard dans la journée, mais la question m'a intéressé parce que ce thème de l'éthique me semble être au centre de l'histoire de l'école. Bien sûr, les psychologues ont une déontologie et même un code du même nom. En quoi la dimension éthique est-elle au cœur de nos valeurs? L'éthique n'est pas en fait seulement la morale, qui désigne des normes à l'action. Elle n'est pas non plus seulement une manière de suivre l'éthos commun, c'est-à-dire les mœurs d'une époque donnée. Elle constitue surtout une réflexion sur les principes de la vie bonne, dans un contexte qui serait celui du lien à autrui, et sur la manière dont ils s'incarnent tous deux, la vie bonne et le lien, en une époque donnée. Une définition générale de l'éthique serait celle du philosophe Paul Ricoeur, la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Il nous faut donc du lien. Il nous faut aussi des institutions justes. Il existe depuis longtemps en ce lieu, la psychoprate, une éthique du lien entre enseignants et étudiants, entre tous les personnels administratifs et enseignants, au sein d'une approche communautaire forte et respectueuse. Comment le lien humain acquiert-il une dimension éthique? Le lien entre deux ou plusieurs sujets détient, selon le psychanalyste Donald Winnicott, un aspect de transitionnalité. C'est un lieu interpsychique, un entre-deux qui existe par lui-même et qui est généré par les uns et les autres. Cet espace du lien peut être l'objet de chevauchements, mais aussi de différenciation. L'éthique intervient d'emblée dans ce lien originaire, dont le modèle est évidemment la relation aux parents, parce que cet espace est menacé par la violation, dont la crainte, dit le philosophe Frédéric Worms, dont la crainte de la violation serait le micro-fondement de la politique. La politique du lien se déploie aujourd'hui, nous le savons tous, dans un contexte de fragilité reconnue, aussi bien sociétale qu'individuelle. Comment construire la dimension éthique du lien en une époque où la thérapeutique du lien personnel et social devient indispensable? Le lien entre les humains est en effet un vaste panorama intéressant vivement les psychologues. Amour, haine, attachement, séduction, emprise, le défilé des substantifs nous parle. Toutes ces notions recouvrent une problématique qui se présente avec acuité dans nos lieux de consultation. Angoisse de perte de lien, pathologie de la dépendance, pattern d'attachement sécure ou insécure, les transactions du sujet avec son environnement prennent de plus en plus de place dans le panorama clinique et social. Le président Alain Blanchet a évoqué tout à l'heure les enjeux sociétaux. Nous ne pouvons qu'émettre le constat de la fragilité contemporaine du lien, notamment en cette période de post-confinement. L'évidence du lien humain est remise en cause dans le monde contemporain, donc. En réaction à cet état de fait se développent des éthiques, dont je pense l'école fait partie, et des philosophies, comme celle du care, c'est-à-dire soin en anglais, si on veut traduire rapidement, qui œuvrent à l'idée de s'extraire de la société des individus. Elles réfléchissent à la prise en charge des plus vulnérables. Je rappelle à la suite d'Alain Blanchet que le nom de notre équipe de recherche est Vulnérabilité, capacité et rétablissement. S'appuyant sur des formes symétriques de réciprocité, les théories classiques de la justice, qui sont, disons, d'inspiration kantienne, négligent la situation profondément dissymétrique des personnes dépendantes. Les biens premiers mis en avant par ces théories, liberté politique, équité, ne tiennent pas toujours compte de la vulnérabilité d'autrui comme bien premier. Cette éthique du care réintroduit la problématique du lien dans une nouvelle forme d'éthique où le sentiment, la sollicitude, pour employer un mot ancien, est au premier plan. Il est construit sur la nécessité du maintien du lien et insiste sur l'interdépendance fondamentale des humains. Je me trompe de feuille. Nous suggérons que le care, ou que cette sollicitude, soit considérée comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier à un réseau complexe en soutien à la vie, affirme Joan Tronto, une des introductrices du concept de care.
Cette défaillance et cette souffrance du lien humain entraînent une demande sociale de réparation des relations et donc un envahissement du versant institué du lien, versant social, versant politique, par des modèles thérapeutiques. Les psychologues sont ainsi de plus en plus sollicités dans la multiplicité des souffrances collectives et des traumas sociaux. Le but de notre institution, pour revenir à Psychoprate, à l'école de psychologues praticiens, fut, dès sa fondation en 1951, de faire école d'une manière réflexive. En d'autres termes, de nouer une réelle éthique de solidarité et de communauté à une disposition éminemment personnelle qui est celle de la prise de position réflexive en action. Ce qui relie la dimension académique, qui a été évoquée par Alain Blanchet, à la prise en compte forte de l'expérience. Nous sommes ainsi très mobilisés par l'articulation des cadres collectifs et individuels du lien. Le registre de l'intersubjectif constitue donc un espace intermédiaire qui peut être lieu de chevauchement des imaginaires et des défenses d'un côté, et le collectif d'un autre côté, marqué quant à lui par la dimension socio-juridique. Du côté de l'intersubjectif et plus largement du collectif, le lien est une forme, une sorte de forme, qui a vocation à être partagée. Le champ juridique constitue un aspect sophistiqué de formalisation et d'institution du lien. Nous devons ainsi prendre attention au cadre protecteur de cette institutionnalisation, protecteur des patients, protecteur des étudiants, protecteur des relations entre étudiants et enseignants. Cela n'est pas simple tant les situations de pouvoir, en psychothérapie ou en situation d'enseignement, peuvent générer de l'emprise. Les cadres du lien ont donc une dimension instituée. Ces cadres collectifs de sens qui font tenir les hommes ensemble sont, je l'ai déjà dit, fragilisés, hétérogènes, renégociables aujourd'hui, ce qui entraîne un travail psychique inédit de nos contemporains. Ces cadres plus flous, traversés par de multiples positions personnelles, suscitent de nouvelles formes du lien, comme celle de la sollicitude, de l'attention aux besoins de chacun, dans un élargissement au champ politique d'une donne jusque-là dévolue à la relation personnelle. Ils portent aussi le risque d'atteinte à la déontologie, de prise de pouvoir illégitime, qui peuvent concerner chacun d'entre nous, les étudiants entre eux, les relations entre étudiants et enseignants, et le fonctionnement même de l'institution. Notre culture est donc de moins en moins contenante. La tension entre la position du sujet et la position centrifuge de la culture n'a jamais été aussi intense. Cette non-contenance engendre un sentiment de perte de sens et de solitude. Cette solitude ne concerne pas seulement le sujet qui produit ses normes et ses valeurs, mais les sujets dans son rapport premier au lien et à l'angoisse d'abandon. L'individualisme, dont l'expression serait une éthique du sujet et des choix personnels, s'oppose souvent à une éthique du lien. Il se fout des plus faibles, m'affirmait récemment un patient évoquant un proche. Il se fout des plus faibles. Notre culture aurait tendance à prôner cependant de nouveau une éthique du lien, tout en continuant à favoriser une revendication individuelle parfois extrême, dans une ambivalence profonde et peu assumée. Nous vivons au cœur de cette tension. Les étudiants viennent à Psychoprate, certes pour avoir une formation d'excellence, mais aussi pour être en lien, dans une forme de collective contenante dans laquelle ils peuvent se déployer subjectivement tout en nouant des amitiés vitales et durables. Je ne dis pas que cela n'existe pas ailleurs, mais là, cela se vit ici d'une manière particulière. Ils évoquent une dimension familiale, communautaire, quand on parle avec eux de leur investissement à Psychoprate. Le fait collectif est complexe. Il suppose, étroitement articulé, des idées fortes, un partage symbolique, disons, une certaine acceptation des contraintes collectives et en même temps une adhésion libre à certaines valeurs perçues comme communes. Le devenir du monde contemporain, évoluant dans une érosion du lien social et des valeurs partagées, s'inscrit de plus en plus dans ce que le sociologue allemand Ferdinand Tönnies regroupait sous la notion de société, c'est-à-dire d'un agrégat d'individus en concurrence généralisée et séparés les uns des autres. Retrouver le goût de la communauté, ce serait investir de nouveau le sens d'un tout solidaire. Le réel ne peut alors être pensé qu'en relation constante avec l'ensemble du monde
et des personnes. On parlait d'environnement tout à l'heure, et environnement au sens le plus large du terme. Ce que nous faisons à Psychoprate, à destination de nos étudiants, est à la fois simple et difficile. Les accompagner pour qu'ils deviennent eux-mêmes, mais se laissent aussi transformer par le lien, afin d'acquérir une réflexivité plus grande, afin de pouvoir se mettre en position méta, au-dessus, non pas d'une manière technique et froide, mais en reconnaissant la fragilité, la complexité, la dimension éthique du lien. Soyons cependant vigilants. L'école est en développement. Cet équilibre communautaire et relationnel est lui aussi fragile. Il suppose respect et délicatesse à l'intérieur des équipes et entre les étudiants. Il suppose aussi une ouverture à l'altérité professionnelle, universitaire, et donc un refus, si on peut employer un terme anthropologique, un refus de l'endogamie institutionnelle, donc une ouverture vers l'extérieur. Maintenir une éthique du lien suppose en fait du courage et une forme de vertu, au sens romain du terme. Contrairement à ce que pensaient les anciens, cette virtus ne dépend ni du sexe ni du genre, elle définit le courage, la capacité à affronter les difficultés, mais cette virtus, ce courage, donc de maintenir cette option du lien et du lien en commun, s'allie à ce que les Romains appelaient aussi la clémentia. La clémentia, on pourrait dire la sollicitude, mais qui est aussi la douceur et la bonté. C'est ce que je souhaite à ceux qui exerceront des responsabilités à quelque niveau que ce soit dans les 70 prochaines années de notre école. Je vous remercie.